Noctram Tau est cardiologue à Marie-Lanoux. J'appuie là-dessus. Alors là, le problème, ça s'affiche pas. D'accord, ça marche. Et elle va donc vous traiter de ce sujet. Merci beaucoup. Et pour avancer, je fais entrer. Bonjour, donc moi je suis Noctram Tau, je suis cardiologue et en fait je vais aborder pour le cœur dans la sphère de la transplantation cœur-poumon. Donc déjà, la transplantation cœur-poumon, c'est vraiment une entité qui est très faible, puisque dans l'ISHLT, en 2017, il y avait à peu près 60 transplantés cœur-poumon et en France, il y en a moins de 10 par an. L'année dernière, il devait y en avoir 7. Donc c'est quand même assez rare. La survie chez les transplantés cœur-poumon, la mortalité est très importante, surtout la première année, pour des raisons techniques et infectieuses. Et la médiane de survie est à 4,5 ans. En revanche, s'ils survivent la première année, ils récupèrent vraiment une survie qui est comparable à ceux des greffons cardiaques et est même à terme meilleure que celle des greffons pulmonaires, puisqu'ils ont une médiane de survie à 11 ans. Donc ça reste une bonne indication. Donc, dans ce diaporama, c'est juste pour vous dire qu'au début, donc, il meurt de raisons techniques au tout début. Je vais vous montrer avec la main parce que le rouge ne se voit pas. Le rouge ne se voit pas. Donc plutôt de raisons techniques que ensuite il y a la bronchiolite oblitérante qui à terme devient assez importante dans les transplantés cœur-poumon, que la défaillance du greffon, elle reste à peu près pareille à 20%, et que par contre, le décès pour raison cardiovasculaire, finalement, reste à 10%, assez stable. Alors, attendez, hop, je reviens. Donc, qu'est-ce qu'on recherche ? Nous, en cœur, on va rechercher, pareil qu'en poumon, le rejet cellulaire qui est médié par les lymphocytes T. Donc ça, on a dû vous détailler, et c'est pareil, c'est une atteinte diffuse avec des infiltrations lymphocytaires, ensuite de l'œdème et puis de la nécrose. On recherche aussi le rejet humoral qui est lui médié par les lymphocytes B, qu'on vous a beaucoup détaillé aujourd'hui. Et d'un point de vue cardiaque, on recherche la coronaropathie du greffon, qui est différente de l'atteinte athéromateuse, puisque c'est plutôt une atteinte qui, on dit, peut être liée aussi à un rejet humoral, avec une prolifération des cellules musculaires lisses, une inflammation, mais aussi une participation de dépôts lipidiques. Donc en fait, on ne sait pas, il y a plein d'éléments physiopathologiques qui favorisent le développement de cette coronaropathie du greffon. Donc en fait, nous, en cœur, on a une classification pour définir après biopsie en anatomopathologie le rejet cellulaire. On traite quand on a un rejet grade 2R ou 3R, c'est-à-dire 2 ou 3 foyers d'infiltrat lymphocytaire, ou plus, c'est-à-dire avec de la nécrose. Évidemment, si on a une dysfonction du greffon à l'échographie cardiaque, même si on n'a pas une anatomopathologie normale, on va traiter. Et le rejet humoral, nous, il est classifié comme ça, c'est-à-dire qu'on a soit une atteinte histologique, soit une atteinte immunologique quand on a un marquage C4D, donc la dégradation du complément qui est fixée au niveau de la biopsie, et soit si on a les deux, c'est ce qu'on classe en PAMR2, et si on a de la nécrose associée de l'œdème, c'est PAMR3. Et on va traiter, nous, les PAMR2 et PAMR3. Ça reste subclinique pour nous et on surveille. Bien sûr, l'adjonction de DSA, si on a des DSA très élevés, c'est toujours pareil. En consensus, des fois, ça va nous pousser à traiter. Alors, attendez, j'ai l'impression que j'ai loupé une diapo. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, en fait, les particularités du greffon cardiaque, c'est un cœur qui est dénervé, donc tachycarde. Comme c'est une transplantation cœur-poumon, de toute façon, les cavités sont de taille normale parce qu'on transplante le bloc cœur-poumon. La masse myocardique peut être légèrement plus importante à distance à cause de l'hypertension artérielle
qui peut être primitive ou secondaire à la cyclosporine, une diminution du drainage lymphatique, donc une masse myocardique un petit peu plus importante. Mais en gros, en échographie cardiaque, la plupart du temps, ça ressemble à un cœur normal. Donc en fait, le gold standard en cœur, de toute façon, on a copié la néphrologie, hein, on suit ce que les néphrologues font. Le gold standard, c'est la biopsie myocardique pour la surveillance du rejet. Or, la biopsie myocardique a 20% de faux négatifs. On passe par voie veineuse, donc on ponctionne que le ventricule droit et pas le ventricule gauche. Donc c'est une vision limitée finalement de la fonctionnalité du greffon. C'est un examen qui est stressant parce que invasif et il peut y avoir des complications rares mais qui peuvent être graves comme la tamponnade, la fistule coronaro-VD, l'arythmie, le décès. L'échographie cardiaque va dépister le rejet hyperaigu dans la phase précoce. La dysfonction du VD post-opératoire, elle est plus rare en transplantation cœur-poumon parce qu'on transplante les deux. C'est souvent la défaillance pulmonaire qui va entraîner ensuite la défaillance du ventricule droit. Mais souvent en transplantation cœur-poumon, c'est pas le cœur qui pose le problème. Donc l'échographie cardiaque, nous à Maryland Long, on suit les patients par échographie cardiaque parce que de façon historique et culturelle, on suit des enfants et que faire des biopsies myocardiques à des enfants était difficile. Donc en fait, ce qu'on regarde à l'échographie cardiaque, déjà le patient est son propre témoin et on suit à peu près la même cohorte de patients par cardiologue, donc on connaît nos patients. On regarde les anomalies de la cinétique segmentaire, les penchements péricardiques, si le ventricule gauche, le ventricule droit fonctionnent bien, et s'il y a des signes de dysfonction chronique du greffon, d'anomalies diastoliques, telles que la cardiopathie restrictive chronique, qui est une forme de rejet, qui est le rejet chronique du cœur. Donc en fait, les premières études sur l'échographie cardiaque ont été publiées par l'équipe de Cabrol en 88, qui montrait que la dysfonction diastolique du greffon, c'est-à-dire qu'en fait, la systole, c'est le cœur qui se contracte, donc c'est vraiment ce mouvement-là, et la diastole, c'est vraiment la relaxation, le remplissage. Et donc, en fait, la dysfonction diastolique, c'est un trouble de la relaxation du ventricule gauche. Donc, on a vu que sur des paramètres tels que le temps de relaxation isovolumétrique et le temps de demi-décroissance de l'onde E, que je vous montrerai après, s'il y avait une baisse de 20%, ça signait un signe de rejet avec une sensibilité à 80-87% et une spécificité environ de 72-87%. Donc ça pouvait être intéressant. Donc ça, c'est l'étude qui a été faite chez nous, rétrospective finalement. Les patients transplantés entre 90 et 2016. Donc on a fait 2 cohortes consécutives. La première cohorte où on utilisait et l'échographie cardiaque et la biopsie endomyocardique pour surveiller les patients. Et la deuxième cohorte où on s'est dit, finalement, qu'on biopsie ou pas, ma collègue avait l'impression, donc elle a lancé l'affaire comme ça, en se disant, non, je vais suivre les enfants et puis les adultes finalement par échographie seule. Et en suivant les critères de dysfonction diastolique, donc en fait, là, on est sur une 4 cavités. Vous mettez le Doppler pulsé sur la valve mitrale. Vous avez le remplissage de l'onde E passif et l'onde A active. Et le temps de demi-décroissance, c'est en fait cette pente de l'onde E. Et nous, comme critère, si le T1,5 PHT est inférieur à 50 millisecondes, c'est plutôt en faveur d'un rejet. Et on regarde aussi le temps de relaxation isovolumétrique, c'est-à-dire qu'en 4 cavités ou en 3 cavités, on se met entre la valve mitrale et la valve aortique, on met le Doppler pulsé au milieu, et ça sera en fait entre le clic de fermeture de la valve aortique et le clic d'ouverture de la valve mitrale. Et s'il est court, c'est plutôt en faveur d'un rejet. Donc 122 patients étaient inclus dans cette cohorte, le suivi moyen était de 8 ans, et en fait, on a des survies qui sont comparables à échographie seule
versus échographie et biopsie. Sachant qu'on a des moyennes de survie qui sont dans la moyenne nationale française. Il y a combien de rejets du coup? Le taux de rejet, tu sais? Non, je ne pourrais pas te dire. Donc en fait, cette étude a montré que l'échographie avait une très bonne valeur prédictive négative de 90%. Donc depuis 2003, nous, on suit seulement par échographie cardiaque, ce qui permet une meilleure qualité de vie du patient et une meilleure observance aussi. Donc ça, c'était une illustration de la fraction de raccourcissement. Ça nous permet de connaître la fonction du ventricule gauche. Ça, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas... Voilà, et en fait, c'est pas négligeable parce que la première année, par exemple à la Pitié-Salpêtrière, on fait 19 biopsies par an. C'est une fois par semaine, toutes les semaines pendant les 2 premiers mois. Ça correspond au suivi également, 2 fois par semaine le 3e mois, 1 fois par mois la première année, et puis 1 fois par 6 semaines la 2e année, et puis après c'est un suivi trimestriel, sachant qu'en fait dans les recommandations de l'ISHLT, les biopsies sont recommandées essentiellement la première année. Ils disent qu'après la première année, selon les risques, on peut espacer, mais que jusqu'à 5 ans, on suit par biopsie et qu'après 5 ans, la biopsie reste optionnelle. Donc, juste pour terminer, c'est vrai que nous, à l'époque, on faisait beaucoup d'échographies et maintenant, à cause du rejet humoral, on recommence à faire des biopsies parce qu'on a vu que l'échographie cardiaque était un peu mise à défaut dans le cadre du rejet humoral. Donc parfois, quand on a des patients avec des DSA qui sont très élevés, on n'hésite pas quand même à refaire une biopsie pour être sûr qu'il n'y a pas un rejet associé. Est-ce que vous avez trouvé des signes de rejet cellulaire en faisant ça? En fait, tu sais que les rejets cellulaires et les rejets humoraux sont associés dans 25% des cas. Donc ça nous est déjà arrivé d'avoir rejet cellulaire et humoral. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de cas où l'écho est normal, et ta biopsie va être positive? Oui, ça peut. Tu peux avoir par exemple un marquage C4D positif associé à des anticorps anti-DSA, mais sans dysfonction du greffon. Donc l'autre type de rejet, donc on a vu le rejet cellulaire, le rejet humoral cardiaque. L'autre type de rejet, pour nous les cardiologues, c'est la coronaropathie du greffon. Donc la coronaropathie du greffon, c'est inéluctable, hein, c'est-à-dire c'est comme pour vous la bronchiolite oblitérante. C'est pour le cœur seul 50% à 10 ans, mais paradoxalement, quand on est transplanté de 2 organes, c'est protecteur et à 5 ans, il y en a moins. Il y aura des chiffres après. Donc, c'est une dysfonction endothéliale secondaire à la prolifération des cellules musculaires lisses, inflammation. Les facteurs favorisants, c'est le rejet humoral, le CMV. Jusqu'à présent, c'est la coronarographie, pareil, le gold standard, parce qu'on voit tous les vaisseaux, même épicardiques, la distalité, et comme c'est une infiltration qui est diffuse et qui peut atteindre les petits vaisseaux, jusqu'à présent, on dit que la coronarographie reste le gold standard pour le dépistage, et l'IVUS qui est l'écho-endoscopie des coronaires. C'est réalisé annuellement, et comme tout examen invasif, ce n'est pas dénué de complications. Donc le cœur, le greffon cardiaque, il est dénervé, il se réinnerve dans 10 à 30% des cas, l'angor est donc rare. Ça peut s'exprimer par une dyspnée d'effort de l'insuffisance cardiaque, voire un infarctus, voire une arythmie ventriculaire et mort subite. Donc même les patients nous, il nous est déjà arrivé à Marie-Lannelongue, comme ils étaient transplantés cœur-poumon et qui se compliquent souvent sur le poumon et jamais sur le cœur, de négliger un peu le cœur et de s'apercevoir que le patient avait fait un infarctus. Alors, personne n'est parfait. Donc cette diapo pour dire que quand même, oui, c'est souvent le poumon qui se complique plus que le cœur, puisque la survie sans CAV, elle est là.
alors que la survie sans bronchiolite oblitérante, elle est beaucoup plus basse. Hein. Donc souvent, c'est le poumon qui pose problème dans le cœur-poumon. L'électrocardiogramme, il y a souvent un bloc de branche droit. La physiopathologie, elle est multiple. Un temps d'ischémie-reperfusion du greffon prolongé va favoriser la maladie coronaire du greffon. Les facteurs de risque cardiovasculaire typiques favorisant l'athérome vont favoriser aussi la maladie coronaire du greffon. On dit que les donneurs en état de mort encéphalique vont favoriser aussi. Le traitement immunosuppresseur, si on utilise du Certican, va plutôt protéger, et les réactivations du CMV vont favoriser la maladie coronaire du greffon. Et donc en fait, ça c'est une image pour vous montrer que la coronaropathie du greffon, c'est une forme de rejet avec une infiltration intimale mais circonférentielle diffuse, alors que dans l'athérosclérose, c'est excentré avec une plaque d'athérome lipidique, avec une rupture de la limitante élastique interne. Donc c'est pas pareil. Et donc ça, une coronaropathie, pour dire que la coronaropathie du greffon, c'est une atteinte qui est souvent diffuse. Ça c'était pour vous rappeler les coronaires. Donc diffuse avec l'IVA en haut, la circonflexe qui descend, la marginale. Donc là, tout est infiltré. Mais ça peut être aussi une atteinte focale, comme une atteinte de l'IVA, ce qui peut être trompeur. En IVUS, j'avoue qu'ici, on n'en fait pas tant que ça, mais ça reste recommandé. On voit en fait au niveau de la sténose que c'est vraiment comme le dessin, la diapositive préalable, c'est-à-dire que c'est vraiment une infiltration qui est circonférentielle. Donc le CAV se classe pareil, c'est-à-dire que si on a une atteinte du tronc commun supérieure à 50% et deux vaisseaux principaux supérieurs à 70%, c'est une CAV sévère. CAV2, c'est seulement supérieur à 50% d'un tronc principal. Voilà, on les classe. Ça nous permet de voir d'année en année si ça s'aggrave ou si ça se stabilise. Pour la surveillance de la coronaropathie du greffon, jusqu'à présent, c'était la coronarographie, mais on a de plus en plus la place aux examens non invasifs, avec notamment le coroscanner. Si le coroscanner ne peut être réalisé, on peut réaliser une échographie de stress ou une scintigraphie myocardique, mais sachant qu'ils ont des sensibilités, des spécificités qui sont moins fortes. Donc, à Marie-Lannelongue, on a fait une étude en 2005 qui a montré que sur 53 patients qu'on dépistait une sténose supérieure à 50% avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité, une bonne valeur prédictive négative, et que dans le doute, il fallait faire une coronarographie. Ensuite, ils ont poursuivi l'étude en montrant que le délai d'apparition moyen de lésions significatives après un coroscanner normal était de 3 ans, et que si le coroscanner de référence était strictement normal, on faisait un coroscanner seulement tous les 2 ans. Cependant, de façon empirique, on a eu des patients qui, avec un coroscanner normal, ont fait un infarctus 1 an après. Donc maintenant, on fait un coroscanner annuel en systématique. Donc ça, c'est le coroscanner. Ça, c'était pour vous montrer que les examens de dépistage, que le coroscanner avait celui qui avait la meilleure sensibilité, la meilleure spécificité, mais que si après, c'était pas disponible, on pouvait, par exemple, s'ils ont une insuffisance rénale avec une créate, on sait que 50% des patients ont une insuffisance rénale chronique à 10 ans, on peut passer à la scintigraphie myocardique, à d'autres tests d'ischémie ou à l'échographie de stress. Ouais, pareil, on fait juste un protocole où on veut que la fréquence cardiaque elle soit à 70, pareil que les autres, donc on met des bêta-bloquants pour... mais c'est pas le même coroscanner. Il y a une injection du coup pour les contrastes ? Oui, mais je peux pas te dire la dose de... Oui, mais la coronarographie, on injecte aussi du produit de contraste, donc c'est néphrotoxique pareil, c'est pas...
c'est pas plus, pas moins. Donc en fait, cette étude pour vous montrer que la transplantation bi-organe protège de la coronaropathie du greffon. Une autre étude qui montre la même chose, qui est plus récente en 2019, qui montre que donc on a comparé transplantation pulmonaire, transplantation cœur-poumon et transplantation cardiaque isolée. Et dans cette étude, donc, comme je vous disais au tout début, la survie, c'est la courbe en rouge au bout de 7 ans est meilleure que la transplantation isolée pulmonaire, et la survie, la courbe en rouge, rejoint la survie de la transplantation cardiaque à distance, et que les patients ayant une transplantation cœur-poumon ont moins de bronchiolite oblitérante et moins de coronaropathie du greffon que des patients ayant une transplantation cardiaque isolée ou une transplantation pulmonaire isolée, sans qu'on ait d'explication claire physiopathologique. Donc, pour la prévention de la coronaropathie du greffon, on met des statines, notamment le Vasten, à tout transplanté cardiaque, parce que c'est celui qui a montré le moins de myopathie par rapport aux autres statines. Pour les transplantés cardiaques, on prend en charge les facteurs de risque cardiovasculaire. La prévention du CMV, nous, on traite le CMV de façon préemptive, c'est-à-dire que quand la PCR-CMV est positive, on la traite, mais on ne fait pas de traitement préventif, sauf les 6 premiers mois si le donneur est positif et le receveur négatif. Quand ils ont une coronaropathie du greffon, on switch vers le certican parce qu'on a eu des études qui montraient que ça pouvait stabiliser la coronaropathie, voire la diminuer. On fait un coroscanner 1 mois post-transplantation cardiaque chez les patients à risque, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 50 ans, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, pour savoir d'emblée si ce n'était pas des patients qui ont de l'athérosclérose spontanément et qu'après on ne se dise pas c'est une coronaropathie du greffon, alors qu'en fait il était déjà athéroscléreux. Dans les CAV1, on met de l'aspirine, donc dès qu'il y a une sténose au moins à 30%. On traite par angioplastie les lésions coronariennes significatives avec un contrôle coronographique systématique à 6 mois post-geste, ce qui n'est pas le cas en cœur standard. Et on peut être amené à ponter des transplantés. Ça, moi, je ne l'ai jamais vu. Et le plus souvent, quand c'est une coronaropathie au bout du greffon, à retransplanter. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des questions ? Pourquoi pas le certican dès le départ ? Pourquoi vous ne mettez pas vos greffés sous certican dès le départ ? Pourquoi vous faites Alors le certican est déjà d'emblée en post-opératoire, nous on ne met pas de certican parce que c'est pour la cicatrisation. Souvent on le met 1 ou 2 mois après quand on veut l'introduire. Ensuite le certican a pas mal d'effets secondaires. Les patients ils ont des œdèmes. C'est pas forcément bien toléré. Donc on n'a pas un retour d'expérience du certican en première intention. On le met quand ils ont un début de cancer, on switch, ou quand ils ont une coronaropathie du greffon. Mais c'est pas notre traitement immunosuppresseur de première ligne. J'ai ma petite question. On parle d'examen non invasif. Il n'y a pas de place pour l'IRM cardiaque en surveillance ? L'IRM cardiaque, si, en fait, il y a le T2 mapping. En fait, le rejet cellulaire va donner un infiltrat œdémateux. Donc, ça allongerait de mémoire le T2. Et donc, c'est en cours, mais l'IRM n'est pas toujours facile d'accès. C'est plus ça, mais c'est en cours de développement pour les examens non invasifs, parce qu'il y a d'autres techniques. Nous, en cœur, on a la LOMAP, qui est aux États-Unis, mais qui n'est pas en France, qui est là-bas depuis au moins plus de 10 ans, et c'est des gènes qu'on fait en prise de sang, mais ça coûte très cher. Il y a plein d'autres façons de détecter. Moi, j'ai une autre question. C'est votre mode de surveillance donc des patients vis-à-vis du risque de rejet aigu, donc qu'il soit cellulaire ou humoral. Donc, à chaque fois que vous voyez les malades, vous leur faites une écho, ou est-ce que c'est systématique. Donc, en fait, le suivi, quand je t'ai mis une fois toutes les semaines et tout ça, ça c'est notre ça suivi. remplacer le cathé droit de la PCSA-PTR. C'est ça. Et les cinétiques de suivi des DSA, comment vous faites ?
Alors les DSA, c'est pas très bien codifié. En théorie, ça dépend s'il avait des anticorps anti-HLA avant, s'il y a l'apparition de DSA de novo ou pas. C'est sûr que s'il y a l'apparition de DSA de novo, on les monitore tous les 3 mois, au moins, tu vois. Mais Et vous avez une attitude, j'imagine que si vous les suivez, c'est que vous tenez compte de leurs résultats. Et comment vous positionnez les explorations à la recherche de rejet en fonction de l'évolution des DSA? si on voit que ça monte, en fait, ça dépend de ton taux de DSA des MFI. Si les MFI sont vraiment bas, on n'en fait rien. Quand ils commencent à monter à 3000, à 5000, en fait, dans le doute, on biopsie, tu vois. Et tu avais l'air de nous laisser penser que si la biopsie était négative, vous ne traitiez pas. C'est-à-dire que votre choix votre choix de traitement n'est pas influencé par le rejet humoral. Excuse-moi. Ouais. Si on a des DSA positifs, mais une biopsie négative, un patient totalement asymptomatique, une échographie cardiaque, non, on surveille. D'accord. Et tu as du recul sur ces malades-là parce que intuitivement, on a envie de penser que c'est ceux qui vont faire un rejet humoral à distance. À distance, ou la coronaropathie du greffon ou Non, j'ai pas beaucoup de recul parce que vraiment les DSA, le monitoring des DSA, c'est quelque chose qu'on fait plutôt. Même si c'est vrai qu'on a un consensus depuis 2009, ça reste peu de malades et puis non standardisé. Voilà, c'est ça, non standardisé. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci beaucoup Noctram, c'était super. Donc rendez-vous le 28 mars pour la prochaine session. Ok, merci.